inscrit 5 buts dans un même match contre le Cameroun, un record. Roger Mila devient le plus vieux buteur de l'histoire du tournoi à 42 ans. Mais l'histoire la plus tragique concerne la Colombie. Le défenseur Andrés Escobar marque contre son camp face aux États-Unis. La Colombie est éliminée. Quelques jours plus tard, Escobar est assassiné à Medellín. Son meurtre choque le monde du football. En finale, le Brésil affronte l'Italie. Après 120 minutes, le score est toujours de 0-0. Pour la première fois, une finale de Coupe du Monde se décide alors au tir au but. Roberto Baggio rate le dernier penalty italien et le Brésil remporte sa 4e Coupe du Monde. Cette image de Roberto Baggio, les mains sur les hanches, restera l'image mythique de ce mondial. En 1998, la Coupe du Monde est organisée en France et cette édition marque une étape importante dans l'histoire du tournoi. La compétition passe de 24 à 32 équipes. Le format devient alors celui que la plupart des supporters connaissent aujourd'hui, 8 groupes de 4, puis une élimination directe jusqu'à la finale. Cette Coupe du Monde confirme surtout que le mondial est devenu un immense événement médiatique. Les sponsors sont partout, les audiences explosent et la chanson officielle du tournoi, la Copa de la Vida de Ricky Martin, devient un énorme succès. Sur le terrain, plusieurs moments marquent l'édition. En 8e de finale, la France élimine le Paraguay grâce à un but en or de Laurent Blanc en prolongation. C'est la première fois qu'un match de Coupe du Monde se termine avec cette règle introduite pour éviter les prolongations trop fermées. Mais le grand sujet du tournoi reste surtout Ronaldo. À seulement 21 ans, le Brésilien est déjà considéré comme le meilleur joueur du monde. Il arrive en finale après un tournoi exceptionnel. Mais quelques heures avant le match contre la France, il est victime d'un malaise très inquiétant, souvent décrit comme une crise convulsive, mais certains spécialistes évoquent même une possible crise cardiaque. Le Brésil retire d'abord son nom de la feuille de match, puis le réintègre juste avant le coup d'envoi dans des circonstances encore floues aujourd'hui. Le problème, c'est que Ronaldo n'est clairement pas à son niveau pendant la finale. En face, Zidane marque 2 buts de la tête, la France gagne 3-0 et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Et avec 1998, le mondial devient définitivement un immense spectacle mondial, autant médiatique que sportif. En 2002, la Neymar Jr. is a top 10 footballer of all time. Coupe du Monde est organisée en Corée du Sud et au Japon. C'est la première fois que le tournoi a lieu en Asie. Sur le terrain, le grand récit du tournoi concerne Ronaldo. 4 ans plus tôt, il avait quitté la finale de 98 complètement détruit après son mystérieux malaise. Puis derrière, il traverse une période terrible. Entre 99 et 2000, il subit 2 graves blessures au genou qui le tiennent éloigné des terrains pendant de longs mois. Il ne disputera qu'une cinquantaine de matchs entre la finale de 98 et le début de cette édition en 2002. Beaucoup pensent alors qu'il ne reviendra jamais à son meilleur niveau. Et pourtant, Ronaldo réussit l'un des plus grands retours de l'histoire du football. Il marque 8 buts pendant le tournoi et en finale contre l'Allemagne, il inscrit un doublé. Le Brésil gagne 2-0 et remporte la 5e Coupe du Monde de son histoire. Cette édition est aussi marquée par le parcours historique de la Corée du Sud. Portée par son public, elle atteint les demi-finales, ce qu'aucune sélection asiatique n'avait réussi auparavant. Mais ce parcours reste entouré de nombreuses polémiques arbitrales, notamment après les matchs contre l'Italie et l'Espagne, où plusieurs décisions très contestées alimentent encore aujourd'hui les débats. En 2006, la Coupe du Monde est organisée en Allemagne, et cette édition marque surtout un véritable tournant générationnel dans l'histoire du football. C'est le dernier mondial de plusieurs grandes figures des années 90 et du début des années 2000. Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Ronaldinho. En parallèle, une nouvelle génération apparaît. Lionel Messi dispute sa première Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo aussi, tout comme Luka Modric, des joueurs qui vont ensuite dominer le football mondial pendant plus d'une décennie. Sur le terrain, le tournoi est aussi marqué par une énorme intensité physique. Le meilleur exemple reste le match entre le Portugal et les Pays-Bas, surnommé la bataille de Nuremberg. L'arbitre distribue 16 cartons jaunes et 4 rouges, un record dans l'histoire de la compétition. La finale oppose ensuite la France à l'Italie. Zidane ouvre le score sur une panenka mythique, Materazzi égalise. Puis en prolongation, dans l'un des moments les plus iconiques de l'histoire de la compétition, Zidane donne un coup de tête à Materazzi après un échange verbal entre les deux joueurs. Il est expulsé pour le dernier match de sa carrière professionnelle. L'Italie gagne finalement au tir au but et remporte sa 4e Coupe du Monde. 2006 reste donc comme l'édition de transition entre deux générations majeures du football mondial. En 2010, la Coupe du Monde est organisée en Afrique du Sud, et c'est la première fois que le tournoi a lieu sur le continent africain. Sur le terrain, plusieurs éléments marquent immédiatement cette édition. Les vuvuzelas, omniprésentes dans les stades, le jaboulani, le ballon officiel, très critiqué par de nombreux joueurs et gardiens pour sa trajectoire jugée imprévisible, et surtout l'Espagne. Une équipe qui domine le football mondial grâce à son style de jeu basé sur la possession et les passes courtes. Mais le moment le plus marquant du tournoi concerne probablement le Ghana. En quart de finale contre l'Uruguay, les Ghanéens sont à quelques secondes de potentiellement devenir la première sélection africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. À la dernière minute de la prolongation, Luis Suarez arrête volontairement un ballon de la main sur sa ligne. Il est expulsé, le Ghana obtient un penalty, Asamoah Gyan s'élance et frappe la barre. L'Uruguay finit ensuite par gagner au tir au but. D'ailleurs, il est à noter qu'avec la VAR actuelle,
Suarez n'aurait même pas été expulsé. Parce qu'en revoyant l'action complète, on remarque qu'avant la tête ghanéenne, un joueur du Ghana était en réalité en position de hors-jeu. Aujourd'hui, le penalty n'aurait jamais été accordé et la fameuse main de Suarez n'aurait probablement même pas compté dans l'histoire du football. En finale, l'Espagne bat les Pays-Bas 1-0 grâce à un but d'Andrés Iniesta en prolongation et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Et avec cette édition, la Coupe du Monde termine aussi sa grande expansion géographique. Et à partir de là, les débats autour du mondial vont progressivement changer de nature. En 2014, la Coupe du Monde revient au Brésil et symboliquement, c'est énorme. Le pays du football accueille à nouveau le tournoi pour la première fois depuis 1950. Mais contrairement à l'image festive attendue, l'organisation provoque énormément de tensions dans le pays. Des manifestations éclatent dès 2013. Beaucoup de Brésiliens dénoncent les milliards dépensés dans les stades et les infrastructures alors que le pays fait face à d'importants problèmes de pauvreté, de santé et d'éducation. Certains stades construits pour le tournoi sont aussi critiqués pour leurs coûts énormes et leur utilité limitée après la compétition. La Coupe du Monde devient alors un sujet politique majeur au Brésil. Sur le terrain, pourtant, la Seleção avance dans son tournoi porté par Neymar. Mais avant la demi-finale contre l'Allemagne, tout bascule. Neymar se blesse contre la Colombie et Thiago Silva est suspendu. Le Brésil arrive affaibli dans le match le plus important du tournoi. Et ce qui suit devient immédiatement l'un des plus grands traumatismes de l'histoire du football. Défaite 7-1 contre l'Allemagne. Pour la deuxième fois de son histoire, le Brésil vit un immense drame lors d'une Coupe du Monde organisée à domicile. En 1950, il y avait eu le Maracanã contre l'Uruguay. En 2014, il y a désormais le 7-1 contre l'Allemagne. L'Allemagne remporte ensuite la finale contre l'Argentine et Lionel Messi passe encore une fois tout près d'une Coupe du Monde qui lui échappe. Mais plus la Coupe du Monde devient grande, plus ce qu'il se passe autour du terrain prend de la place. En 2014, le Brésil l'a déjà montré avec les manifestations contre le coût du tournoi. Et quelques années plus tard, c'est directement la FIFA qui se retrouve au centre des critiques. En décembre 2010, Sepp Blatter annonce que la Russie organisera la Coupe du Monde 2018 et le Qatar, celle de 2022. Très vite, les débats apparaissent. Le Qatar n'a jamais organisé de Coupe du Monde, et surtout, les températures estivales y sont tellement élevées que l'organisation du tournoi en été semble presque impossible. Mais les critiques vont plus loin. Le système de vote de la FIFA est jugé opaque, et beaucoup accusent l'organisation de faire passer les intérêts politiques et économiques avant le football. Pendant plusieurs années, les soupçons restent présents. Puis en 2015, tout explose. Le 27 mai, plusieurs responsables de la FIFA sont arrêtés à Zurich à la demande de la justice américaine. Les enquêteurs parlent d'un vaste système de corruption autour des droits TV, du marketing et de certaines compétitions. Des centaines de millions de dollars sont évoqués, et l'image de la FIFA change brutalement. L'organisation n'apparaît plus seulement comme l'institution du football mondial, mais comme un système profondément contesté. Quelques jours plus tard, Sepp Blatter annonce son départ après 17 ans à la tête de la FIFA. Et à partir de ce moment-là, il devient presque impossible de parler de la Coupe du Monde sans aussi parler d'argent, de politique et de pouvoir. En 2018, la Coupe du Monde est organisée en Russie, et cette édition est marquée par une nouveauté majeure, la VAR. Pour la première fois, l'assistance vidéo est utilisée pendant les matchs, et surtout, une nouvelle séquence apparaît dans le football, l'attente. Pour certains, la VAR rend le football plus juste, pour d'autres, elle casse une partie de l'émotion immédiate du jeu. Sur le terrain, plusieurs récits marquent le tournoi. L'Allemagne, championne du monde en titre, est éliminée dès les phases de groupe. L'Argentine de Messi tombe contre la France en huitième de finale, dans un match fou qui révélera Kylian Mbappé, 19 ans, au grand public. La Croatie de Luka Modric atteint aussi la première finale de Coupe du Monde de son histoire, mais en finale, la France s'impose 4-2. Didier Deschamps devient champion du monde comme sélectionneur, 20 ans après l'avoir été comme joueur. Et Mbappé devient le premier joueur de moins de 20 ans à marquer en finale d'une Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. En 2022, la Coupe du Monde est organisée au Qatar. C'est la première fois que le tournoi a lieu au Moyen-Orient. Et cette édition est particulière dès le départ. À cause des températures très élevées en été, la compétition est déplacée en novembre et décembre. Pour la première fois de son histoire, une Coupe du Monde coupe donc la saison des clubs européens en plein milieu. Le Qatar investit aussi des sommes énormes dans l'organisation. Des stades sont construits presque entièrement de zéro. De nouvelles infrastructures apparaissent partout autour du tournoi. Mais très vite, cette Coupe du Monde devient l'une des plus controversées de l'histoire. Les critiques concernent les conditions de travail des ouvriers migrants, les droits humains, l'utilisation politique de l'événement et les soupçons qui entourent encore l'attribution du tournoi depuis le vote de 2010. En dehors du terrain, les débats sont permanents. Mais sur le terrain, cette Coupe du Monde devient l'une des plus spectaculaires de l'histoire. Le tournoi produit 72 buts, un record pour une édition à 32 équipes. Et surtout, les scénarios s'enchaînent.
L'Arabie Saoudite bat l'Argentine dès le premier match, l'Allemagne est éliminée dès les phases de groupe pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, le Maroc réalise un parcours historique et devient la première sélection africaine à atteindre les demi-finales. Et au milieu de tout ça, il y a les derniers grands récits de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Messi a 35 ans, Ronaldo en a 37, et beaucoup pensaient alors qu'ils disputaient leur dernière Coupe du Monde. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est éliminé par les Marocains. L'Argentine, elle, atteint finalement la finale contre la France. Le match devient immédiatement l'un des plus marquants de l'histoire du football. L'Argentine mène 2-0, puis Kylian Mbappé marque 2 buts en 2 minutes et relance complètement la finale. Messi redonne ensuite l'avantage à l'Argentine en prolongation, mais Mbappé égalise encore sur penalty et devient seulement le deuxième joueur de l'histoire à inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Après les tirs au but, l'Argentine finit par s'imposer, Messi soulève enfin la Coupe du Monde, et cette édition résume parfaitement le mondial moderne. Une compétition capable de produire des émotions immenses sur le terrain tout en restant entourée de débats permanents en dehors. En 2026, la Coupe du Monde va encore changer. Pour la première fois de son histoire, elle sera organisée par 3 pays en même temps, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et surtout, le tournoi va passer de 32 à 48 équipes. Et avec 104 matchs au total, ce sera tout simplement la plus grande Coupe du Monde de l'histoire en nombre de matchs joués. Sportivement, cette nouvelle formule peut permettre à plus de pays de participer et plus de nations d'en découvrir une première Coupe du Monde. Mais cette édition pose aussi beaucoup de questions. D'abord parce que les relations très proches entre Gianni Infantino, président de la FIFA, et Donald Trump alimentent énormément de critiques et de soupçons autour de l'influence politique grandissante qui entoure le tournoi, au point d'éclipser presque totalement le Canada et le Mexique. De plus, des pauses fraîcheurs publicitaires vont être instaurées 2 fois par match, et certains y voient une américanisation de l'événement. Et au-delà de ça, une autre question revient souvent. À force d'agrandir la Coupe du Monde, est-ce qu'on améliore vraiment la compétition, ou est-ce qu'on risque de perdre ce qui faisait sa rareté et son prestige ? Alors la vraie question est peut-être là. Est-ce que la plus grande Coupe du Monde de l'histoire sera aussi vraiment la meilleure ? Dis-moi ce que toi, tu en penses.